le journal. Au sommaire, 41 kg de cocaïne ont été saisis hier à Adrar selon le ministère de la Défense nationale. L'opération a été menée par les forces combinées de l'ANP, les douanes et la gendarmerie nationale. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a salué hier toutes les composantes des forces armées ainsi que leur rendement. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion d'urgence sur la situation en Palestine. L'occupant contraint les Razaouis à l'exode forcé, tandis que Netanyahou défie la CPI en se rendant en Hongrie. Le dollar américain et le pétrole brut sont en baisse après l'offensive commerciale lancée hier par Donald Trump. Les pays concernés par les taxes craignent une inflation majeure. Et puis sport, retour sur les matchs de quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine, notamment celui ayant opposé le CSC à l'USMA d'Alger. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Une quantité de cocaïne estimée à 41 kg a été saisie hier à Adrar, 3e région militaire, lors d'une opération qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire, des douanes et de la sûreté nationale, indique aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un véhicule léger a été également saisi lors de cette opération. Cette opération illustre une fois de plus la détermination des unités de l'ANP et des différents services de sécurité à lutter contre toute forme de criminalité organisée, de préserver la sécurité et la stabilité du pays, ajoute le communiqué. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a salué hier toutes les composantes des forces armées et leur rendement. Saïd Chengriha s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie de présentation des vœux de Eid el-Fitr. Voici ses propos. À l'occasion de la célébration de l'Eid el-Fitr de l'an 1446 du calendrier hégirien, il m'est agréable de vous adresser à travers vous, à vos honorables familles et aimables proches, mes vœux les plus sincères et mes plus chaleureuses félicitations. Prions Allah le Tout-Puissant de nous faire renouveler ces occasions religieuses dans la paix, la bénédiction et la prospérité, et qu'il accorde à notre chère patrie davantage de développement et d'épanouissement dans un climat de sécurité et de stabilité. Je tiens également à souligner en cette occasion religieuse bénie qu'autant je salue le rendement de nos cadres et de nos personnels au sein de toutes les composantes de nos forces armées et que j'estime chez chacun d'eux leur conscience élevée et leurs efforts constants afin de contribuer au développement de nos capacités de combat et opérationnelles. J'attends tout aussi bien d'eux d'œuvrer dans la perspective d'une amélioration continue de la qualité des performances afin d'atteindre les objectifs escomptés et les buts recherchés. Et je vous rappelle qu'un drone armé de reconnaissance a été détecté et détruit dans la nuit de lundi à mardi après avoir pénétré l'espace aérien national sur une distance de 2 km à proximité de la ville frontalière de Tinzaouatine, en 6e région militaire, indiqué cette semaine un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il est 12h bientôt 34 minutes sur Alger, chaîne 3, et à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion d'urgence sur la situation en Palestine occupée, la situation à Gaza en particulier est intenable, a expliqué le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama. Voici ses propos. This is a timely meeting to discuss the implementation of Resolution 2730. Cette réunion intervient au moment opportun pour discuter de la mise en œuvre de la résolution 2730 qui appelle au respect et à la protection des travailleurs humanitaires et onusiens. 15 travailleurs humanitaires et de secours du Croissant Rouge, de la défense civile palestinienne et des Nations Unies ont été retrouvés il y a quelques jours enterrés dans une fosse commune à côté de leur ambulance entièrement détruite et clairement identifiable. Ils ont été assassinés par les forces d'occupation israéliennes alors qu'ils tentaient de sauver des vies. Ils méritent qu'on leur rende justice. L'année 2024 a été la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires dans le monde, a déploré l'ONU, dénonçant l'augmentation sans précédent des attaques contre cette catégorie. Ce bilan est révélé au moment où la communauté humanitaire est toujours sous le choc après la découverte dimanche des corps de 14 secouristes tués par l'armée d'occupation sioniste à Gaza. L'année dernière, pas moins de 377 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort dans 20 pays différents. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté hier une résolution appelant à mettre fin à l'occupation illégale des territoires
territoire palestinien. Le Conseil a par ailleurs rappelé le caractère illégal de l'exode forcé et la politique de la faim imposée aux Palestiniens. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies des droits de l'homme dénonce l'impunité dont jouit l'occupant israélien. Voici les propos de Rachid Belledhan. Le peuple palestinien continue de faire face à de graves violations du droit international, notamment des exécutions extrajudiciaires, des expulsions forcées, l'expansion des colonies, la destruction des maisons et des infrastructures vitales, les arrestations arbitraires et la punition collective. La poursuite de ces violations, en l'absence de poursuite, alimente une culture de l'impunité, approfondit les souffrances du peuple palestinien et compromet les perspectives d'une paix juste et durable. Cette résolution intervient à un moment crucial, soulignant la nécessité de se conformer pleinement aux résolutions des instances judiciaires internationales, y compris la Cour internationale de justice, qui, à travers ses décisions récentes et ses avis consultatifs en cours, a confirmé que l'occupation israélienne et ses politiques constituent une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international. Pas de paix en perspective, effectivement. Les négociations sont au point mort à cause d'un nouvel agenda établi par le gouvernement d'occupation de Netanyahou qui préfère poursuivre une guerre génocidaire d'usure au lieu de conclure un accord global. C'est ce qu'affirment des analystes issus de son propre camp, Karima Hasnaoui. Netanyahou et son gouvernement d'occupation et depuis la fin de la première phase de l'accord se sont attelés à saboter tout effort pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Au-delà du sabotage clairement assumé, l'entité israélienne a violé en toute impunité le cessez-le-feu et commet depuis le 18 mars de nombreux massacres dont le bilan provisoire s'élève aujourd'hui à 1163 martyrs et 2735 autres blessés selon des sources médicales. Le décryptage avec Daifallah Akhras, analyste politique. Le colonisateur israélien ne veut pas mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord car cela impliquerait l'application effective du cessez-le-feu, l'acheminement des aides, la reconstruction de la bande de Gaza et la réouverture des points de passage humanitaire. L'occupation israélienne ne veut pas approuver ces points et souhaite garder la même mise sur la bande de Gaza dans son état actuel. Les États-Unis approuvent les objectifs fixés par le gouvernement d'occupation, à savoir l'expulsion et l'exode forcé du peuple palestinien pour les séparer de leurs terres, ainsi que la réduction du nombre de Palestiniens présents dans la bande de Gaza. Netanyahou a ordonné aujourd'hui le renforcement des troupes de l'occupation dans la bande de Gaza et des ordres d'évacuation dans plusieurs zones au sud et au nord de la bande, notamment à Shujaiya, Jadida, Turkmen et Zaytoun. De nouveaux massacres ne sont pas à écarter. Le Premier ministre de l'entité sioniste Benjamin Netanyahou est en visite aujourd'hui en Hongrie, défiant un mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide à Gaza. Netanyahou en Europe, ceci témoigne de la montée de l'extrême droite et du racisme, nous dit Shadi Sharafa, chercheur spécialiste de la question israélienne. Il en parle à Karima Hasnaoui. Un pays comme la Hongrie se retire du protocole de la Cour pénale internationale pour satisfaire Israël. Cela démontre clairement la montée de la droite fasciste en Europe. Viktor Orban est connu en Hongrie pour ses positions racistes. Au lieu d'être puni pour ses crimes en Palestine, Israël est récompensé à travers l'invitation faite au Premier ministre du gouvernement d'occupation, Netanyahou, qui est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Cette attitude est dangereuse pour la communauté internationale. Et en Syrie, 9 civils ont été tués ou d'autres ont été blessés dans un premier bilan provisoire suite au bombardement de l'entité de l'armée d'occupation sioniste aujourd'hui dans la ville de Daraa après une incursion au sud du pays, indique l'agence de presse syrienne. 12h bientôt 40 minutes, retour chez nous. C'est la deuxième année consécutive que les Algériens célèbrent l'Aïd durant 3 jours. Les commerces ont globalement joué le jeu en assurant une permanence imposée par la tutelle. Ce jeudi doit cependant signer la reprise d'une activité dite normale. Était-ce le cas dans la capitale? Reportage de Smaïl Mimouni.
Après 3 jours de repos, de joie et de détente, place à la reprise du travail. À Alger Centre, toutes les activités ont repris. Amin, chauffeur de bus, Tahman, gérant d'une boutique de vêtements, Nassim, gérant d'un kiosque et Slimane d'une supérette. Témoignage. On a chauffeur bus, le transport Cayenne. On vient de reprendre le travail après 3 jours de repos. C'est la routine qui va s'installer maintenant. C'est pour répondre aux besoins des clients. Là, on a repris le travail où tout va bien, alhamdoulilah. Il y a les clients, on est ouvert, voilà, toute la journée. On a repris aujourd'hui. C'était normal, la marchandise disponible. Même les employés, ils ont tous repris le travail. Idem pour Abdeslam et Nassim et Nabila, des fonctionnaires. Tout le monde travaille, les commerces sont ouverts, les administrations sont ouvertes. Quand il y a un transport. Alhamdoulilah, tout est bien. Les moyens de transport, il n'y a aucun problème. C'est un jour comme tous les autres jours. Et là, on reprend le boulot, on se prépare à reprendre dès la semaine prochaine, retourner à nos habitudes. Ryan est médecin à l'hôpital Mustapha. Elle est très contente d'assurer avec ses collègues le service. Je suis médecin à l'hôpital Mustapha. On a repris aujourd'hui le plus normalement possible du monde. Il y a une reprise totale. On a des responsabilités, on a des engagements. On ne peut pas laisser les malades comme ça. Et ça a toujours été le cas pour nous. Même les jours de l'Aïd, on a assuré des gardes durant les jours de l'Aïd. Mes collègues qui ont assuré les gardes des urgences, les gardes au service. Pour la majorité, le retour au travail n'est que pour une journée, puisque demain, c'est le week-end et c'est le retour au repos. Et à Constantine, seuls les vendeurs de fruits et légumes sont restés fermés selon le constat de notre correspondante sur place, Hayat Kerboua. Après le pari réussi de l'observation du programme de la permanence, beaucoup de commerçants ont repris aujourd'hui leurs activités. Ceci concerne le segment de l'alimentation générale, des stations de carburant, des officines de pharmacie et des marchands de légumes et de fruits. Cependant, la remarque pour ces derniers, dans certains marchés comme ceux du centre-ville, ce qu'ils sont en majorité encore dans la célébration de l'Aïd el-Sghir, donc volet baissé. Par ailleurs, les boulangeries ou ces magasins vendant du pain traditionnel et de la galette ont repris notamment à la nouvelle ville, Ali Menjli, une agglomération qui connaît une grande activité commerciale. Enfin, les citoyens n'ont pas souffert d'un manque concernant les différents moyens de transport durant les 2 jours de l'Aïd et cela se poursuit normalement avec le retour des horaires habituels, notamment pour le tramway Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. Dans l'invité du jour, le ministre de l'économie et de la connaissance et des startups ainsi que des micro-entreprises a dévoilé la nouvelle feuille de route élaborée par son département pour structurer le domaine des startups. Nordine Baladhan répondait aux questions de Naliman Mendil. Nous allons amorcer une nouvelle phase qui est comment consolider tous ces acquis et puis en même temps arriver à alterner entre une plus forte création de startups, ça veut dire quantitatif, et puis améliorer la qualité des startups. Et entre ces deux axes-là, de jouer avec une masse critique de startups et une meilleure qualité, il y a le financement qui vient jouer un rôle primordial, que ce soit pour créer plus, mais aussi que ce soit créer d'une nouvelle manière ou d'une meilleure manière. Nous avons tracé une feuille de route au niveau du département ministériel qui va aller en même temps améliorer la manière dont on crée, en quantité, mais surtout dans toutes les régions et dans toutes les disciplines, tous les domaines qui sont d'intérêt pour l'économie nationale, plus solides, mais aussi qui puissent être concurrentiels à l'échelle internationale. Et encore une fois, travailler à ce qu'on ait beaucoup plus de choix dans les mécanismes de financement des startups, la finance qui est le nerf de la guerre dans ce type d'écosystème. Baladhan a évoqué dans la foulée la mise en place d'un nouveau fonds de financement. Ce nouveau type de fonds, il est très facile à créer, il est plus maniable et en fait, l'une des particularités du FCPR, c'est que nous avons rencontré, en discutant avec les patronats ou les entreprises économiques, cette difficulté de dire, nous avons un cœur de métier et la finance, c'est un cœur à part. Et donc, quand vous créez un FCPR, vous avez la possibilité de léguer sa gestion à une entreprise spécialisée, les SGFI, Société de gestion de fonds d'investissement. Donc, un groupe ou une entreprise privée peut créer un fonds et sous-traiter sa gestion par une entreprise spécialisée et juste prendre les dividendes. Donc, en fait, on peut imaginer de créer des fonds thématiques qui vont traiter des problématiques de cette corporation, mais en même temps, le souci de la gestion ne se pose pas parce qu'il y a des entreprises spécialisées qui vont s'occuper de la gestion. C'était le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Nordine Baladhan. Il était aujourd'hui l'invité du jour et répondait aux questions de Naliman Mendil.
Le discours du président américain a fait littéralement trembler l'économie mondiale. Les principaux partenaires des États-Unis appellent ce jeudi au dialogue au lendemain de l'offensive commerciale lancée par Donald Trump. Pékin dit maintenir la communication avec Washington et appelle à annuler immédiatement les taxes douanières punitives. En promettant de riposter, la présidente de la Commission européenne assure qu'il n'est pas trop tard pour négocier, même si l'UE est prête à réagir. Je vous rappelle que Donald Trump a annoncé des taxes entre 10 et 50% sur toutes les marchandises venant de l'étranger. Les explications tout de suite avec Hakima Kamel. Oui, alors les taux les plus élevés sont appliqués comme de tradition depuis d'ailleurs de nombreuses années sur les pays rivaux en tête de liste, la Chine ou le Vietnam, selon les quantités volumineuses importées. Tous les pays sont concernés, même les voisins les plus proches et les amis comme le Canada. Les pays de l'Europe ne sont pas épargnés. Hier, le président américain a fait connaître les taux qui seront imposés, comme vous l'avez dit, pour chaque pays exportateur vers le marché américain. Les USA, les droits varient entre 10, 30, 40 ou 50%. Tous les pays quasiment ont réagi, exprimé leur déception, leur crainte, leur désarroi face aux impacts de telles décisions. Certains États se préparent à appliquer la règle de la réciprocité d'imposition de droits de douane sur les exportations américaines. D'autres cherchent à négocier. Selon les statistiques 2024, les USA ont importé pour 3 359 milliards de dollars. Ils importent des produits industriels électriques, des véhicules, des combustibles, les minéraux, le pétrole, les produits pharmaceutiques, les pierres précieuses, etc. Ce sont 68% de leurs importations américaines de tous ces produits. Ce qui est à craindre comme effet de cette augmentation des taxes douanières, évidemment, c'est un ralentissement de la croissance des pays, de leurs industries. Moins les pays gagnent en devises et payent plus cher leurs exportations, moins ils investissent localement, moins ils thésaurisent leurs recettes en devises. C'est ainsi qu'ils vont incomber les coûts au pouvoir d'achat, donc c'est l'inflation générale. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'économie américaine, le consommateur américain aura également cet impact négatif des taxes des importations et il va payer plus cher les produits importés. Le président Trump a promis de faire bouger les lignes de l'ordre commercial mondial. Eh bien, il a provoqué un vrai séisme qualifié aujourd'hui de guerre commerciale. Le dollar américain a perdu 2,6% de sa valeur ce matin face à l'euro. Les cours de pétrole sont également en baisse ce jeudi, moins 3% en moyenne pour le baril de Brent et son équivalent américain. Bien que les produits énergétiques soient exemptés de taxes, ces derniers restent généralement sensibles au ralentissement économique, affirment des analystes. Les rebelles Houthis au Yémen ont déclaré qu'un homme avait été tué ce jeudi lors d'une frappe imputée aux États-Unis dans le sud du pays. Leur porte-parole militaire faisant état de plus de 30 raids américains au cours des dernières heures. On arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour. On va commencer avec le football et les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et qui les quarts de finale, celui qui a opposé les deux représentants algériens hier au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, entre le CS Constantine et l'USM Alger. Les deux équipes se sont quittées sur un nul d'un but partout. Le CSC avait ouvert le score à la demi-heure de jeu par Tammin, égalisation de l'USM Alger par Kevin Mondeko, le défenseur congolais à la 73e minute, avec au passage un penalty raté par les Rouges et Noirs à travers le joueur Mehdi Magrem à la 54e minute. Match retour prévu mercredi prochain, 9 avril au stade du 5 juillet à partir de 20h. Le football également, c'est la Ligue 1 et le coup d'envoi de la 21e journée prévue demain vendredi avec 3 rencontres au programme. À 16h, l'USM Khenchela accueillera la jeunesse sportive de Kabylie. L'US Biskra accueillera l'US Mostaganem à huis clos. Et enfin, à 18h au stade Ahmed Zabana d'Oran et toujours à huis clos, le Mouloudia d'Oran face au Paradou AC. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a également accompagnés. Au studio, Nassim était à la technique, Nassène à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Les couleurs du ciel avec Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.